M6, etc. pour pas les citer. Et à chaque fois, en fait, la sortie de la Supra est un événement. Voilà, c'est une voiture qui a été toujours mythique de par ses caractéristiques. Et c'était toujours une voiture, on va dire, extrême. Donc et là, elle est encore extrême dans ses formes. Un peu moins large, un peu plus cigare, si j'ose dire. Mais voilà, on retrouve toujours les caractéristiques. Alors, je vais donner la parole, normalement le micro est ouvert, au propriétaire, voilà, qui en connaît largement plus que moi sur le sujet. Moi, j'adore sa forme. J'ai eu quelques émissions, voilà, en termes de novices, comme la plupart d'entre nous. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer depuis quand tu l'as, pourquoi tu l'as acheté, et puis les points forts de ce véhicule? Ouais, bien sûr. Donc, moi, j'ai depuis le mois de juin maintenant, c'est tout récent. Pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement parce que c'était un gros coup de cœur. C'était pas prévu que je l'achète en plus. Avant, moi j'étais sur Subaru, une STI 8 de 2003. Donc pas du tout le même genre de véhicule, beaucoup plus nerveux, beaucoup plus sportif et beaucoup moins confort surtout. Ah, c'est plus vrai ça. Alors non, c'est plus confortable. C'est beaucoup plus confortable que la Subaru. Ouais. D'accord. Les Subaru sont pas des voitures confortables de toute manière. Ouais, bon, en général même on change de base des suspensions aussi pour rigidifier. Oui, en plus, ouais, c'est ça. Et en fait, moi là-bas j'allais chez Toyota à Saint-Grégoire juste pour prendre des renseignements sur la Toyota Supra mais en version boîte manuelle parce que j'avais vu l'info qui était sortie une semaine plus tôt et en fait je me suis retrouvé sur le parking, je l'ai vu celle-ci et je me suis dit bon bah je la veux en fait. Elle est pour moi. Ouais voilà. Donc t'as craqué. Ouais, bah, ce qui m'a fait craquer surtout c'est que c'est le combo de couleurs. Blanc, rouge et noir, moi c'est mon péché mignon en fait en termes de coloris. Et en fait c'est une édition limitée, donc c'est la Fuji Speedway édition. Il y en a 200 dans le monde, 20 pour le marché français. Donc forcément ça a été un argument aussi pour la prendre. Donc regardez bien, c'est 20 en France hein, en termes d'exemplaires. Donc c'est un véhicule que vous n'avez pas croisé tous les jours. Donc attardez-vous sur le modèle, on va continuer la présentation. Et donc du coup en fait c'est le moteur en 2 litres, parce qu'il y a 2 motorisations sur la Supra, le 2 litres 250 chevaux et le 3 litres 340. Et en fait celle-ci ils l'ont un peu sorti justement pour faire la promo de la version 2 litres, mais c'est pas une version 2 litres non plus parce qu'ils ont récupéré des pièces de la 3 litres au niveau châssis et mécanique pour en faire une version on va dire optimisée, un bon équilibre des deux. Intermédiaire, couché dans les bases mécaniques des deux pour faire cette série-là. Exactement, c'est ça. Et puis enlever toutes les options, par exemple tout ce qui est radar de recul, des choses comme ça qui vont prendre, ça prend pas beaucoup de poids. Mais la philosophie c'était d'en faire un peu une voiture, pas de circuit, mais voilà, un peu pour faire hommage au nom justement du circuit Fuji Speedway. Pour revenir sur une version extrême sportive. Voilà, c'est ça. Et après je pense que c'était surtout un gros coup de pub pour faire la promotion de la version 2 litres qui est plus standard on va dire. Donc celle-ci, tu as dit quelle année? Donc 2020. 2020, donc très récent. Combien de chevaux? 258. 258 chevaux. Et qu'est-ce que c'est comme type de moteur? C'est un 4 litres, pardon 2 litres 4 cylindres, avec une boîte auto en 8 rapports. Donc pour les connaisseurs et ceux qui aiment bien l'attaquer un petit peu, donc c'est moteur et boîte de BMW, qui provient de la GM4. Pareil sur la version 3 litres d'ailleurs. Après, il y a les puristes et ceux qui ne le sont pas vraiment. Moi je l'ai acheté, d'autant plus que les Supreme K4 c'est pas trop ma cam en plus à la base. Moi je l'ai vraiment acheté ce modèle là parce qu'il me plaît et parce que la conquille me plaisait et que voilà, le ligne suivant, c'est vraiment le look qui m'a fait. Il y a l'histoire qui va avec, voilà, de Supra. On peut ouvrir les portières pour voir un peu l'habitacle? C'est gentil. Donc même si on est sur une version, je vais ouvrir de l'autre côté si je ne m'en mets pas. Ici une version qui est ultra sportive quand même. Les qualités de finition à l'intérieur, oui, quand même des sièges de sport. C'était un argument aussi pour la prendre, parce que la Subaru, je la regrette. Si j'avais pu la garder, je l'aurais fait. Mais en termes de confort, voilà, ça manquait quand même sérieusement. C'est vrai que là, en fait, il y a énormément de confort, mais ça reste un véhicule plaisir, sportif. Il y a quand même des sensations et c'était vraiment un gros kitter justement quand j'ai voulu la prendre et que je l'ai essayé.
Mais voilà, on est quand même beaucoup plus confortable, on est sur un véhicule moderne de 2020, il y a tout plein d'options que j'utilise même pas. Donc comme la plupart des japonaises comme ça Ultime, je suppose qu'elle fait pas mal de bruit. Alors, il y a aussi des options via le tableau, enfin, via l'ordinateur de bord pour un peu réguler tout ça. Alors en mode normal, sans rien, sur lequel sont plus d'origine, il n'y a vraiment aucune modification. Niveau bruit, de l'intérieur, il y a une belle sonorité. C'est pas bruyant comme j'ai pu avoir sur le support. Il y a un mode sport qui est simplement paramétrable avec un bouton. Donc là, il y a niveau phonique à l'intérieur, on sent aussi que ça sent plus. Après, d'extérieur, pour le coup, je ne saurais pas dire. J'ai pas encore vu. C'est ça, en fait, les voitures sportives, généralement, on l'entend jamais de l'extérieur. Ils sont la conduite, donc c'est le côté un peu frustrant. C'est pour ça que des fois, on rajoute des choses pour avoir un peu plus de retour dans l'habitacle pour un peu profiter de ce mix, on va dire. Et pour le coup, moi, je ressens pas ce besoin-là pour le moment, parce que j'avais quand même encore plus de confort que dans les Subaru. Ouais, donc tu es dans la phase confort dans un premier temps, voilà, c'est ça. pour attendre quelques mois encore. Oui, qu'on a de l'intérieur est largement suffisant. On passe en mode sport en plus, c'est vraiment bien. Et puis moi, avec la Subaru, j'étais un petit peu, j'avais pas trop passé pour le voisin qui fait du bruit dans le quartier. Et pour le coup, ça le faisait un peu, là au moins, c'est plus soft que la Subaru, un peu moins extrême dans la ligne aussi quelque part, c'est plus fluide. Ouais, c'est plus élégant. Ouais. Et puis avec la Subaru, j'avais le gros, c'était la version STI, donc le gros aileron voilà, qui pour certains pouvait faire un peu tuning, même si ça restait d'origine. Mais voilà, c'est pas le même genre de voiture et ça est donc c'est pas le même usage en fait, et pas la philosophie. Oui, c'est ça. Pas le même usage, mais en soi, elle pourrait très bien aller sur piste aussi et puis se faire plaisir avec. Pour l'instant, pas de piste. Ah non, j'ai pas les moyens pour faire de la piste. Au niveau consommable, oui, effectivement, l'intérêt d'aller sur la piste, c'est qu'on peut un peu mieux jouer, aller dans les limites qui ne sont pas réalisables sur route ouverte. Et l'inconvénient, c'est qu'au niveau des consommables, freins, pneus, etc. Consommables, et puis aussi la piste, on abîme comme les véhicules. Alors moi, je fais de la piste, mais les graviers, goudrons. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc moi, j'en fais en moto de la piste et j'ai appris à mes dépens qu'il faut un véhicule dédié uniquement à ça. On ne peut pas avoir un véhicule de route et l'emmener sur circuit, sinon il faut avoir beaucoup d'argent. C'est toujours compliqué, ou alors il faut tomber sur des véhicules style Lotus Elise qu'on a vu aussi là-bas, qui eux vraiment sont conçus pour ce mix-là. Est-ce qu'il y a possibilité de regarder un peu le compartiment moteur, classiquement? Donc voilà, on est quand même sur une voiture contemporaine, c'est-à-dire qu'on a des carters plastiques un peu partout. Donc on est sur une transmission, c'est intégral, tu dis niveau transmission? Non, c'est propulsion. C'est une propulsion pure, il n'y a pas de... Donc on est sur une propulsion pure, même s'il y a des assistances, forcément... Il y a de l'ESP, il y a tout plein d'assistances. Il est connectable ou... Ouais, ça peut être désactivé indépendamment du mode sport ou non en plus. À part vouloir faire du drift, c'est quand même plus rassurant d'avoir les... Oui, complètement. Malgré tout, on est quand même sur route, en général ouvert. Le moteur délivre bien sa puissance et je pense que j'ai pas encore essayé sur route mouillée et sans assistance, mais je pense que ça doit partir très bien. On sent bien qu'on est bien sur l'arrière des roues par rapport à la Subaru. J'avais l'habitude de tourner bien à plat avec cette celui-là. On sent bien que l'arrière demande à partir. Voilà. Donc on a un concept, contrairement au véhicule qu'on a reçu juste avant, qui est un peu différent côté le moteur. C'est-à-dire que vous connaissez un peu le cliché, enfin le stéréotype entre américaine et japonaise, c'est au niveau du régime moteur. Autant les américaines, on a du coup de cylindre, de la grosse cylindrée, et ce qui permet en fait qu'on ne fatigue pas le moteur. C'est-à-dire sur des régimes établis, on est en général autour de 1500 tours sur des V8, un régime établi. Le principe de ces moteurs japonais, c'est de hurler à haute vitesse, en termes de régime moteur. Complètement, ouais. Après, ça reste des moteurs modernes. Les véhicules des années 90 japonais plus dans les régimes. C'est vrai qu'on a un peu perdu ce phénomène-là sur des véhicules modernes, même si ça prend sans problème. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le besoin. Moi j'avais une Toyota MR2 avant, donc c'est un 2 litres, voilà c'est ça.
Et là, par contre, voilà, c'est des moteurs qui demandent à monter à un régime. Tandis que ça arrive quand même à avoir de la puissance, mais en restant un couple à bas régime. C'est ça, et puis il y a les 2 turbos quand même dessus, donc ça permet d'avoir des couples aussi à travers le régime. Et après, voilà, ça reste des moteurs modernes, et c'est vrai que moi je ne ressens pas la même sensation que je peux avoir avec les moteurs japonais des années 90. On va voir celui-ci, les Celica, les choses comme ça. Petite question, petite particulier. Concernant ce type de véhicule qui est considéré comme sportif, côté assurance, entretien, on n'est pas trop matraqué là-dessus? Alors, côté entretien, justement, moi j'ai des agréablement surpris. Ça reste un véhicule Toyota en fait. Donc, l'entretien Toyota en concession. Des versions, des packs de révision par rapport à ce modèle-là? Non, moi d'après ce que j'ai vu, pour le moment, non, c'est mon entretien classique. Après, je n'ai pas encore fait de entretiens qui sont directs depuis le mois de juin. Là, seulement, j'ai acheté avec 9100 bornes, donc on est à 10 11 000. Mais voilà, je n'ai pas encore eu le temps de faire des gros entretiens, mais d'après ce que j'ai vu, moi, dans le cahier d'entretien, c'est de l'entretien classique. Et niveau assurance, tu as un jeune profil. Oui. Alors, tu es plus jeune conducteur peut-être, mais tu as quand même un profil. Jeune conducteur depuis quelques années, je suis plus jeune qu'on âge aussi, c'est pour ça. Et puis, moi j'ai l'avantage d'être travaillé dans le commerce aussi, donc je négocie plutôt dans mes contrats. Mais moi là actuellement, au risque, je fais 50 €. Donc c'est plutôt. Par mois? Par mois. Oui, donc c'est à 600 € l'année. Je suis très mauvais en calcul mental, mais je ne dois pas être bien loin, quelques euros près. Donc c'est très. Pour un véhicule sportif de cette puissance. Pour l'anecdote, j'ai parlé de ma vie, mais j'ai mon fils qui est jeune permis. On a une vieille Twingo qui a fait son âge, c'est la deuxième génération. Offre assurance tourisme, on est à 1 400 €. Pour sur une Twingo. On n'est pas dans le problème registre. Donc là, très bien, on va bien négocier côté assurance et les garanties sont présentes. On peut juste ouvrir un petit peu le coffre pour donner une idée également du compartiment. Si tu as besoin, je peux te reprendre le micro, si tu as des manipulations particulières. On est quand même sur du taille basse, effectivement, ça va taper. Tu as la cognée dure. Les ronds-points et les dodanes, ça passe large. Alors oui, la garde au sol est idéale. En fait, ça passe les ralentisseurs en place, sauf les ralentisseurs pour homologuer, on va dire. Ils sont pas mal quand même. Et en termes de garde au sol, j'ai jamais eu de soucis. Et puis, c'est pas tapu, c'est vraiment confortable. C'est assez ferme, mais pas inconfortable. Ouais, c'est ça. On a pas mal d'auto, on fait des bornes. Non, puis les sièges sont bien faits, ils sont réglés électriquement, on peut régler en mode pour être serré dans les électrons avec les paquets, ou sinon pour avoir un peu plus de confort pour les grands trajets. Mais non, c'est vraiment un véhicule super confortable, pareil niveau amortisseur, c'est des amortisseurs récents avec des choses comme ça. Sur les véhicules, il me semble que c'est le dernier véhicule thermique que Toyota disait en termes de Supra lancé, je crois. Non, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est sur du thermique, la mode actuelle c'est tout passé, même si on voit certains marques haut de gamme dire on va passer à l'électrique sur les prochains modèles. Ouais. Il y a encore la GF86 qui fait encore pas mal de... quelques ventes on va dire, qui continue le développement du moins. Avec le malus c'est compliqué aujourd'hui sur ces véhicules-là. Avec le malus ça fait très mal. Moi pour le coup je l'ai acheté d'occasion mais pas neuf, je l'ai acheté à la concession. C'était un véhicule qui appartenait donc à Toyota France, c'était un véhicule de démo qui passait de concession en concession juste pour faire un statut d'occasion. Voilà, c'est ça. Mais donc du coup, j'ai pas eu à payer les, je crois que c'était 28 000 €. Ouais, un petit 28 000 de malus. Ouais, c'est ça fait mal. Ouais. Et sur une GR86, je sais qu'ils en avaient une en vitrine, une neuve là. Donc c'était 27 000 € le prix d'achat de la voiture et 10 000 € de malus. Donc on a un petit coupé comme ça. Voilà, à part les passionnés, en fait, c'est des voitures qui sont mornées, on va dire, sur le marché français. C'est ça, ouais. Ou alors il faut trouver des importateurs sur les véhicules qui sont récents en Belgique ou autre en Allemagne. Ouais, ou attendre que Toyota les mette à leur nom et qu'ils attendent. Voilà. Des fois c'est un jeu avec les concessionnaires. Merci beaucoup. On peut applaudir Alex, merci d'avoir présenté ce véhicule-là et d'avoir accepté de nous le présenter. Est-ce qu'il y a des questions sinon? Alors, il y a des amateurs aussi de Toyota, est-ce que vous avez des questions? Ou pas les amateurs? Bon, moi si on a tout dit, c'est parfait. Merci à toi, merci beaucoup. Merci, avec plaisir. À bientôt.